Camilo sans Mélie et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo que je devais faire depuis très longtemps, du coup ça va se transformer un petit peu. En fait quand je vous ai présenté mes objectifs lecture pour toute l'année, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos si vous ne savez pas de quoi je parle. Quand j'ai tourné cette vidéo pour mes objectifs lecture, je me suis dit que j'allais faire un vlog, enfin à chaque fois que je finissais un roman de ces objectifs, je prenais ma caméra, j'en parlais un petit peu rapidement et comme ça me faisait plusieurs petits vlogs de présentation de romans à sortir tout au long de l'année. Et en fait là on est début juillet et je n'ai pas fait une seule vidéo sur ces romans et pourtant j'en ai lu beaucoup. Donc voilà, ces vlogs vont se transformer en vidéos de présentation. Vu que depuis le début de l'année j'ai lu 22 romans, peut-être que je vais les découper en plusieurs vidéos, donc je vais voir. En tout cas je commence à l'envers, donc je vais commencer par ma lecture la plus récente. Ce qui sera peut-être un peu bizarre vu que par la suite je vais quand même essayer de sortir vraiment des vlogs. Donc du coup on part dans un ordre décroissant et puis après que j'aurai sorti toute cette série de vidéos, on repartira dans un ordre croissant. Donc déjà pour commencer je suis très satisfaite, enfin franchement j'ai bon espoir de lire tout ce qu'il y a sur ma liste. Puisque j'en ai lu 22 sur 34, il m'en reste 12. Sur les 12, il y en a certainement déjà 2 que je ne lirai pas. C'est un manga et une BD, enfin, à moins que je les trouve à la médiathèque, mais pour l'instant ils y sont pas et je pense pas qu'ils y seront avant la fin de l'année. Et j'arrive pas à les trouver autrement et je ne souhaite pas les acheter. Oui, et du coup petite précision, dans ces vidéos j'inclus uniquement mes objectifs lecture où j'avais spécifié les romans que je voulais lire. Je vous ferai une vidéo bilan pour la partie mes objectifs lecture par thématique, donc lire plus de VO, lire plus de SF, etc. Tout ça ce sera dans la vidéo de fin d'année. Du coup on commence avec Kra que j'ai lu en e-book. Je l'ai déjà dit mais je me répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Kra, j'ai eu envie de le lire grâce à Le Point qui avait fait un article sur quelques livres de fantasy de 2020 à lire absolument. Il en faisait partie avec Un long voyage, avec La fileuse d'argent. Ça c'est les 3 qui m'intéressaient. Je vais un peu avoir du mal à en parler parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Déjà il est pas tout petit, il fait un peu plus de 500 pages. C'est une sacrée expérience de lecture. Un peu comme Un long voyage mais en moins addictif. Enfin, c'est moins rapide disons. Ce qui est clair c'est qu'il est original et qui sort carrément des schémas habituels de la fantasy, hein. Clairement on n'est pas du tout dedans. C'est rafraîchissant, ça fait vraiment du bien de lire quelque chose qui est différent, quelque chose qu'on ne voit pas tout venir, quelque chose où on ne comprend pas forcément tout à l'avance. En fait Kra, son originalité réside dans le fait qu'on va suivre l'évolution de l'espèce humaine à travers la vision d'une corneille qui s'appelle Dard du Chêne et on va également suivre l'évolution de cette corneille. Voilà, ça avait l'air très étrange et un peu comme pour Long voyage. En tout cas pour le début, c'était addictif sans trop de raison vu qu'on n'a pas vraiment de personnage. Le seul personnage c'est une corneille qui pense un peu d'une manière différente, mais ça se lisait plutôt bien. Après, passer les 50%, ça a commencé à me lasser un peu. Enfin, je l'ai lu très lentement donc pour moi, je me suis pas, à aucun moment je me suis dit ah non c'est bon je vais abandonner, à aucun moment je me suis réellement lassée. Mais voilà, c'est dû au fait que je l'ai lu petit à petit, c'est pas quelque chose qui se lit d'une traite. Et en fait le plus gros problème pour moi c'est que j'ai eu l'impression de courir après l'intrigue tout du long en fait. Au début on commence, bon bah je me dis bah cool on va voir l'évolution des humains et en fait non ça c'est, enfin oui, mais d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, au début, on commence et on se centre sur une population en particulier, sur quelques êtres humains en particulier, plus les êtres humains qui gravitent autour d'eux. Et on se centre un bon moment sur eux, donc je me suis dit, ah bon bah peut-être que ça va être un bon moment sur ces personnages, et puis après on va avancer de décennie en décennie, voire même en siècle, et on va se centrer sur d'autres gens, et ainsi de suite. Et en fait, pas du tout. Ça alterne plusieurs vitesses différentes dans le temps. Et je me suis dit qu'on allait voir beaucoup plus les humains que ça, et en fait, pas tellement, on voit aussi beaucoup d'autres animaux, on voit aussi juste la corneille qui voyage, on va dire à sa manière, qui découvre à sa manière. C'est pour ça que arrivé aux 50%, j'ai compris que l'intrigue à laquelle je m'attendais, c'était pas ça et donc du coup je ne savais plus à quoi m'attendre et ça s'est un peu essoufflé du coup à partir de ce moment-là. Mais je m'y suis fait à l'idée et donc le reste s'est lu très bien aussi. Donc Kra, je ne sais pas si je peux le conseiller énormément ou pas, c'est juste que voilà, c'est une expérience de lecture et c'est à chacun de voir ce qu'il attend d'un roman. Ensuite, j'ai lu une BD, Le Serment des Lampions. Je vous en ai déjà parlé dans mon Sweetie Gourmet Challenge, donc je suis pas sûre que je vais vous en reparler ici. Les dessins, c'est à la fois mon style par endroit et à la fois pas mon style, genre pour le nez des personnages où c'est un nez avec 3 boucles, j'aime pas trop, mais le reste j'aime beaucoup. L'histoire est un petit peu what the fuck, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi étrange, je m'attendais à ce qu'il y ait une belle morale, un beau message derrière, et non c'est juste une belle histoire. C'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais c'est une BD très mignonne quand même. Avant ça j'avais lu un tout petit roman très agréable à lire, il s'agit de La commode au tiroir de couleurs
d'Olivia Ruiz. On vous en a fait une comparaison, donc je vous invite à aller la voir. C'est une lecture très touchante, très forte aussi. Ensuite, enfin non, il faut que j'arrête de dire ensuite. Bon en tout cas, si je continue à dire ensuite, comprenez avant ça, vu que là on est à rebours. J'ai acheté enfin Underwater, qui contre toute attente sont deux gros mangas en fait. Très très qualitatifs au toucher et tout, les dessins sont magnifiques. La colorisation là sur la couverture de type aquarelle, c'est super beau, c'est une histoire très mignonne. Dans le résumé c'était écrit que ça faisait penser à Quartier Lointain et à d'autres trucs que je connaissais pas. C'est vrai, c'est un peu dans la même vibe que Quartier Lointain en termes de fantômes, décès, souvenirs, passé, mémoire, tout ça. C'est très mignon, c'est 2 tomes, hein, donc voilà, c'est fini. Je les conseille, mais en fait je commence à être habituée à ce genre d'histoire. Ça revient assez souvent en fait dans les mangas qui sont touchants, dans les histoires un peu japonaises, etc. C'est des thématiques qui reviennent souvent, donc je commence à être habituée et du coup ça fait pas une grande surprise quand je l'ai lu, j'ai pas été... Enfin voilà, mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude, vraiment c'est très beau. Pour les autres, c'est une autre façon d'aborder encore ces thématiques là. Et les dessins sont vraiment beaux. Avant ça, j'ai également fini la saga Sous le sable des dieux de Céline Chevet, donc le 2e tome. J'ai commencé le 1er tome aussi, et avant, 3 semaines avant, un truc comme ça, avant la sortie du tome 2, histoire de vraiment pouvoir enchaîner. Ce fut une très belle conclusion. Pareil, on vous en a fait une comparaison où on vous compare notre ressenti pour le tome 2 et on vous parle un petit peu du tome 1, vu que moi je n'avais pas fait de présentation sur le tome 1, mais Mélie ici. Donc voilà, je passe vite au suivant. J'ajoute juste, pour les gens qui adorent les romans historiques, et spécialement ceux qui veulent découvrir la Corée ancienne, voilà, c'est un excellent moyen de découvrir la plume de Céline Chevet. Ensuite, on va parler de X, que j'ai lu en VO anglaise. J'en avais entendu beaucoup de bien, j'avais entendu que c'était un peu le genre de lecture que j'aime bien, un peu thriller, un peu gore. Non, j'avais pas entendu qu'elle était frissonnante justement. Elle peut paraître frissonnante, horreur et tout, et non en fait, ça fait pas peur. En fait, j'ai eu l'impression de lire un Stephen King presque, dans le sens où ce fut très lent. L'action, les questionnements et tout sont hyper lents à venir, ça c'est quelque chose qui m'agace. D'habitude avec Stephen King, quand je le lis en anglais, c'est pas si long que ça me paraît moins lent que quand je le lis en français. Et il y a certains romans de Stephen King qui sont pas lents. Mais voilà, celui-là ça l'est. Et pourtant j'avais entendu des avis de gens fiables qui avaient adoré, et moi j'ai mis tellement longtemps à le lire. Ah bon, après il y a la barrière de la langue aussi peut-être, je ne sais pas. Ça se passe dans une ville qui est un peu en confinement, enfin les gens peuvent sortir et rentrer mais il y a certaines règles. Et en fait ils cachent une sorcière. Il y a tout un mystère autour de cette personne. C'est une femme qui vient du XVIIe siècle. À l'époque elle a été accusée de sorcellerie, des choses horribles qui lui ont été faites. On lui a cousu les yeux et la bouche et tout ça, et depuis elle hante les lieux. Il faut surtout pas que les personnes extérieures à la ville entendent parler de cette personne ni la voient. Donc les habitants doivent respecter certaines règles, et il y a un groupe d'adolescents qui en a marre de ces règles, qui en a marre, qui veut que les choses changent. Donc voilà, en lisant ce résumé, je m'attendais à plus d'action dès le début et tout ça. Et au final non, et il y a beaucoup de mystères autour de cette femme, mais les révélations ne sont pas fracassantes. Elles arrivent lentement, elles arrivent tout à la fin, mais quand même un point positif. C'est intéressant à le lire en termes d'observation des réactions humaines dans des cas assez graves, dans des cas violents, dans des cas où les gens doivent faire des choses dures, inhabituelles, où les gens vivent des choses dures. Et du coup, en parlant de Stephen King, juste avant, enfin quelques temps avant de lire ce roman, j'avais fini le livre audio 22-11-63 de Stephen King. Heureusement que je l'ai lu en audio parce que c'était extrêmement lent. En fait c'est ce que je reproche à certains des romans de Stephen King, c'est que parfois il s'attarde sur des choses qui sont un peu annexes, donc moi je m'en fiche en fait. Par exemple à un moment donné, il y avait un chapitre mais extrêmement long, même plusieurs chapitres je crois, sur un match d'un sport des États-Unis. J'en avais rien à faire, enfin, et ça servait pas tellement à l'histoire, juste que le personnage principal il a croisé des gens qui en parlaient. Je préfère quand ça va droit au but, surtout là où l'enjeu était vraiment très très important. Donc 22-63, ça va parler du meurtre de Kennedy, ça va se baser sur des faits historiques, enfin en tout cas Stephen King a fait du mieux qu'il a pu pour imaginer une intrigue où son personnage va faire des retours dans le passé pour essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Donc voilà, une grosse problématique de voyage dans le temps, ça m'avait l'air très sympa. En fait ce roman m'avait été conseillé vivement par des gens en qui j'ai confiance pour les avis littéraires. Donc ça faisait des années que je vais le lire, en fait ça fait depuis le lycée que je suis censée le lire. Donc c'est chose faite, je suis contente de l'avoir écouté en tout cas.
Je sais que si je l'avais eu en main propre, en livre, j'aurais abandonné. J'ai un peu du mal à lui trouver des points positifs. Il y en a, hein, c'est sûr, c'est toujours qualitatif ce que fait Stephen King. Il y a des choses un peu horribles, les âmes sensibles savent tenir pour certains chapitres, mais pour le reste, tout va bien. C'est profondément humain certaines choses et voilà, il a une façon d'analyser l'âme humaine qui reste quand même intéressante. Passons à quelque chose de plus léger. J'ai lu un manga, il s'agit de Gisèle Alain. J'ai juste lu le premier tome ou les 2 premiers tomes, je ne sais plus. Je sais pas si je dirais la suite parce que ça reste assez jeunesse en fait. C'est très mignon, hein. C'est l'histoire d'une enfant d'aristocrate, une jeune femme du coup qui choisit de se mettre à son compte pour être, alors je l'ai lu en anglais, Jack of all things, un truc comme ça. Je sais pas le terme en français. Donc voilà, c'est quelque chose qui propose ses services pour faire un peu tout ce que tu veux. Donc elle a fait du babysitting, elle fait aussi pas mal d'enquêtes, c'est très sympa. Il y a un peu de féminisme, c'est très mignon, il y a plein de découvertes, mais il n'y a pas de fil conducteur qui me donne envie de lire forcément les autres tomes. Je suis juste contente d'avoir découvert et peut-être que de temps en temps quand j'aurai envie de penser à un moment un petit peu doux, bah, je me tournerai vers ce manga. Encore avant, j'ai pu découvrir Un long voyage dont je vous ai parlé au tout début. Donc ça, ce fut ma première lecture fantasy des romans qui étaient conseillés par Le Point. Et ce fut une incroyable découverte, un roman étrangement addictif. Je vous le conseille à fond et d'ailleurs je vais découvrir d'autres romans de cette autrice et de son mari. On en a fait une comparaison avec Mélie, donc allez la voir, vraiment très très bon roman. Avant ça, je savais pas trop quoi lire, j'étais un peu entre 2 romans excellents. Du coup, j'ai choisi de découvrir Van Gulik et ses romans policiers et j'ai commencé avec Assassin et Poète. En fait j'ai hérité de quasiment toute la collection et je les avais jamais lus, donc je me dis bon, faudra peut-être que je teste. L'auteur est passionné par les codes du roman policier chinois. Il a essayé de les respecter tout en les européens tout en les rendant un peu plus accessibles aux Européens, aux codes européens. Voilà, donc je trouvais le contexte assez intéressant. Notamment pour rendre plus européen son roman, il a réduit le nombre de personnages. Normalement il y a une multitude de personnages et heureusement, parce qu'en fait ce qui est le plus dur dans ce roman, c'est d'arriver à suivre les noms des personnages vu que c'est des noms auxquels on n'est pas du tout habitué, des sonorités auxquelles on n'est pas habitué non plus, et comme d'habitude j'ai eu du mal à savoir qui était qui, à me rappeler qui était qui. Ce qui est sympa dans ce roman, c'est qu'il y a des petites illus en début de chapitre et ensuite c'est pas un roman policier qui va se concentrer autour d'une seule intrigue. Il va y avoir 3 énigmes qui vont être résolues à la fin du roman. C'est pour respecter la tradition chinoise. J'ai l'habitude des Agatha Christie où on suit un grand détective ou une grande détective et en fait on n'est pas réellement dans sa tête et elle nous glisse même pas des petits indices au fur et à mesure, juste on suit certaines choses et on essaye de deviner par nous-mêmes, mais en fait on n'a pas toutes les informations pour deviner par nous-mêmes, ce qui est extrêmement agaçant. Et là ce fut pas le cas. Le détective nous fait part de toutes ses observations, on avance en même temps que lui et ça c'est très agréable. En plus on découvre un petit peu plus une culture asiatique et ça j'aime beaucoup. Avant ça j'avais lu un roman un peu plus léger, j'avais lu Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Alors Mathias Malzieu, j'avais jamais rien lu de lui, mais j'avais vu l'adaptation de sa mécanique du cœur, une adaptation en dessin animé qui j'avais trouvé magnifique à l'époque, j'avais beaucoup aimé je crois. Et du coup cet auteur m'avait été vivement recommandé. On m'avait dit qu'il avait une plume très spéciale. Au moment du clip, alors 2020, 2019, 2018, je ne sais plus, voilà, il y avait Une sirène à Paris, il fallait voter pour lui ou pas. J'avais pas voté pour lui parce que clairement pour moi son titre est complètement rédhibitoire. C'est une romance en plus et la couverture était pas non plus exceptionnelle. Enfin voilà, thématique romance plus sirène, en général je me méfie. Comme c'est Mathias Malzieu et qu'il fallait que je le découvre, je l'ai pris et j'ai bien fait parce qu'en effet sa plume est vraiment particulière. Ça me fait un peu penser à du Boris Vian mais honnêtement moins bizarre hein, parce que Boris Vian c'était un chouïa trop bizarre pour moi. Ça reste donc un petit peu plus réaliste même s'il y a certaines choses un peu plus légères, un peu plus oniriques. Ma préférence reste pour l'histoire de la mécanique du cœur mais voilà, je suis très contente d'avoir découvert sa plume. Il y a certaines choses qui sont peut-être un peu trop simples pour moi, un peu trop faciles, des choses qui arrivent de nulle part, mais voilà, ça reste très beau, c'est une belle histoire. C'est pas une romance gnangnan, chamallow et tout ça, et il y a vraiment des personnages très très intéressants, de très bonnes idées, l'univers et la plume qui fait tout quoi. Donc je reconduirai peut-être l'expérience Mathias Malzieu. Avant ça, et bah juste avant j'avais lu le tome 1 de Sous le sabot des dieux, j'en ai parlé juste avant, je vais pas me répéter. Et on va peut-être s'arrêter là pour cette présentation vlog. Je vais en tourner un autre qui sortira après. Pouf, ce sera bizarre mais c'est pas grave. Je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai fait encore avant ça. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous me parler de vos avis sur les romans que j'ai cités ou à me dire si vous les avez dans votre pile à lire ou dans votre wishlist. En tout cas j'espère que je vous aurai convaincu de lire certains. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.